Si Las Vegas sonne creux aujourd'hui, c'est tout sauf une coïncidence. Pendant des lustres, le strip tournait grâce à une sorte de sorcellerie. Des buffets à prix cassé, le stationnement gratos, l'alcool à l'œil, t'avais l'impression d'être le maître du monde le temps d'un week-end, peu importe l'épaisseur de ton portefeuille. Sauf qu'en coulisses, l'ambiance a viré au vinaigre. Les requins de la finance ont débarqué, ils ont balancé le vieux manuel par la fenêtre et des costards cravates ont pris des décisions qui ont flingué l'âne de la ville pour toujours. Dans cette vidéo, on va écouter les aveux d'un ancien ponte de casino qui était aux premières loges quand tout a basculé. Et spoiler, il vous dira que ce n'était pas une boulette. C'était du prémédité, de l'invention des frais de séjour insupportables à la mise à mort du légendaire buffet à 9,99 $. Tout était millimétré pour gonfler les profits, quitte à piétiner la tradition. Les néons brillent toujours, c'est sûr, mais à l'intérieur, le cœur de la ville a cessé de battre. Est-ce que le terrain de jeu de l'Amérique était condamné d'avance, ou est-ce qu'on a juste planté un couteau dans le dos de ceux qui ont fait sa gloire? Ne zappez pas, parce que la réalité sur Sin City est bien plus bloque que ce qu'on veut bien vous dire. Rembobinons un peu, imaginez le strip il y a quelques décennies, bien avant que se garer coûte un rein et que les cocktails soient hors de prix. Dans ce temps-là, tout était fait pour que vous vous preniez pour un prince dès le premier pas sur le tarmac. Que votre compte en banque soit blindé ou presque vide, on s'en fichait. La mission du strip, c'était de transformer le banal en exceptionnel. Les lumières claquaient plus, les croupiers avaient de vrais sourires et la maison était généreuse avant d'être rapace. Enfin, c'est l'impression que ça donnait. Le gars débarquait avec 200 $ et repartait en se prenant pour Frank Sinatra. Et croyez-moi, ce n'était pas un accident. Les anciens patrons avaient pigé un truc qui passe complètement au-dessus de la tête des nouveaux gestionnaires de Wall Street. Faites croire au client qu'il est unique et il flambera comme un milliardaire. Une stratégie bête comme chou, mais redoutable. Filez-leur un steak presque donné, arrosez-les toute la nuit, offrez la piole. On s'en foutait de perdre un peu au début, le but n'était pas de gratter chaque centime. L'objectif, c'était de bâtir une atmosphère où le touriste se sentait comme le VIP ultime de l'établissement. C'est exactement pour ça que les fameux buffets de Vegas sont entrés dans la légende. Pour moins de 10 $, vous pouviez empiler les côtes de bœuf, les pâtes de crabe et les gâteaux à l'infini. On savait tous que le casino perdait du fric sur la bouffe, mais c'était des cacahuètes comparé à ce que le client, le ventre plein et le sourire aux lèvres allaient lâcher aux machines à sous. Pour les familles et ceux qui voyageaient à l'économie, c'était le bon plan absolu. Vegas n'était pas réservé aux richards ou aux accros du jeu. C'était l'échappatoire de la classe moyenne, pas besoin d'être une baleine pour qu'on vous traite avec dignité. C'est ce côté tout le monde est bienvenu qui faisait la magie du strip, ça bouillonnait de vie. Des trottoirs noirs de monde, des éclats de rire dans la file du buffet, le bruit des verres qui s'entrechoquent dans la fumée des salons. L'argent revenait au centuple parce que l'énergie de la foule s'auto-alimentait. L'euphorie des uns contaminait les autres, créant une électricité dans l'air qu'aucun tableau Excel ne pourra jamais quantifier. Quand les gens racontaient leur séjour, on aurait dit qu'ils revenaient d'une autre planète. Un maçon de l'Ohio, une infirmière du Texas ou un couple de Californiens fauchés débarquaient le vendredi et le samedi matin, ils menaient la grande vie. La recette miracle? La générosité. Le casino lâchait du lest, parking, spectacle, bouffe et en retour, les clients vidaient leurs poches. C'était un cercle vertueux basé sur la confiance et ça a tourné comme une horloge pendant des décennies. C'est ce Vegas-là qui a forgé le mythe, créant une fidélité telle que les familles revenaient religieusement chaque année. On se passait le flambeau de père en fils, les potes en faisaient leur pèlerinage annuel. Le monde entier se ramenait pour vivre un truc introuvable ailleurs, parce que la deal ne vendait pas juste du jeu. Elle vendait l'illusion que vous étiez important, que vous étiez à votre place, le centre de l'univers le temps d'un week-end de folie. Mais ce modèle a fini par se faire attaquer. Pour certains, c'était devenu ringard, voire complètement débile. Pourquoi brader un steak quand on peut le facturer triple? Pourquoi offrir le parking alors qu'on peut traire les automobilistes? Ces idées à la noix ne venaient pas des vétérans de Vegas. Elles sortaient de la bouche des étrangers, financiers, consultants, des types obsédés par l'intrafic qui se contrefichaient de l'ambiance tant que les chiffres montaient. Et petit à petit, les fondations du vieux Vegas ont commencé à se lézarder. La brèche s'est ouverte quand Wall Street a lorgné sur le désert,
Les fonds d'investissement et les conseils d'administration ont mis le grappin sur des casinos qui tournaient à l'instinct et à la tradition. Les anciens tauliers, ceux qui ne juraient que par les buffets à pas cher et le parking gratuit, se sont retrouvés encerclés par des costards armés de tableurs et de prévisionnels. À Vegas, fini le baratin sur le fun et l'expérience. Désormais, on ne jure que par la rentabilité au mètre carré, la marge par tête de pipe et la croissance trimestrielle. Pour la première fois, le strip a arrêté de vendre du rêve pour devenir une simple machine à cash. C'était devenu un actif commercial qu'il fallait presser jusqu'au zeste. Et tout a commencé par une arnaque toute bête, les fameux frais de séjour. Imaginez la scène, un consultant débarque en réunion, sort ses graphiques et promet des millions faciles au patron. Au début, ça paraissait délirant. Taxer les clients de 25 $ par nuit pour des trucs déjà gratuits. Les dirigeants ont bien rigolé, persuadés que ça finirait en émeute. Mais des costards cravates ont insisté pour tenter le coup. Et quand les pigeons ont payé sans broncher, c'était le jackpot. Un hôtel s'y est mis, puis un autre, et paf, tout le strip vous facturait ses frais bidons en un rien de temps. L'impensable est devenu la norme, et comme ça a marché, ils ont appliqué la même recette au parking. Le stationnement gratuit, c'était pourtant une institution à Vegas, un truc aussi sacré que les néons clignotants. Les conservateurs déploraient cette situation, assurant que la ville avait été bâtie sur la générosité et l'hospitalité chaleureuse. Sauf que Wall Street a le cœur froid. Un simple PowerPoint leur montrait des dizaines de millions de revenus annuels en plus s'ils faisaient raquer les conducteurs. Ils ont lancé le test et rebelote. Les clients ont râlé mais ont sorti le porte-monnaie. L'année d'après, tout le strip s'était aligné. Les comptables étaient ravis, mais l'âme de Vegas en a pris un sacré coup. Ensuite, ils se sont attaqués à la bouffe et à l'alcool. Le buffet légendaire à 9,99 $, la fierté locale, s'est retrouvé dans le viseur des financiers. Leur logique, pourquoi perdre du fric sur les repas quand on peut en faire une machine à cash? Résultat, les prix ont fait x2 puis x3. Les verres offerts quand vous jouiez? Terminé. Maintenant, c'est 20 voire 30 $ le verre. Chaque petit cadeau d'avant est devenu une ligne de profit sur un fichier Excel. La vieille philosophie du « donner un peu pour gagner beaucoup » a été remplacée par « tout prendre tout de suite et recommencer ». Pour les directeurs coincés entre deux feux, c'était l'enfer. Certains ont essayé de dire non, mais la résistance avait un prix. Ceux qui osaient contredire la nouvelle religion du profit se faisaient virer illico. C'était marche ou crève. Et beaucoup, comme l'ex-patron de casino dont on parle ici, avouent avoir validé des trucs qui, ils le savaient pertinemment, allaient flinguer la magie du lieu. Il le dit lui-même, si j'avais pas joué le jeu, un autre l'aurait fait à ma place. Le plus vicieux dans l'histoire, c'est la réaction du public. À chaque nouvelle taxe ou hausse de prix, ça gueulait, ça pleurait la mort de Vegas dans les journaux, mais les gens continuaient de venir. Ils faisaient la grimace en tendant la carte bleue, mais ils payaient, et ça envoyait un message très clair au conseil d'administration. On pouvait tirer sur la corde encore plus fort. Tant que le public débarquait, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Le visage du strip a changé. Le paradis de la classe moyenne s'est transformé en un champ de mine de frais cachés et de tarifs hors sol. Se garer, c'était gratuit. Aujourd'hui, ça vous déleste de 25 $ par jour. L'alcool qui coulait à flot est servi au compte-gouttes et faut vraiment flamber pour en avoir. Les buffets familiaux sont devenus des trucs de luxe à 75 $ l'assiette. Petit à petit, le strip a fermé la porte aux visiteurs lambda pour dérouler le tapis rouge aux ultra riches. Vu de Wall Street, c'était le rêve. Les marges explosaient, les actionnaires se frottaient les mains et les bilans trimestriels étaient sexy. Mais sur le trottoir, c'était une autre ambiance. La foule compacte de touristes commençait à se clairsemer. Les queues au buffet ont rétréci, pas parce que le service était devenu des éclairs, mais parce que personne n'avait plus les moyens de bouffer là. Les salles de jeu, d'habitude vibrantes de rire et d'adrénaline, sont devenues mornes et stériles. Ce n'était plus l'échappatoire de la classe ouvrière. Vegas s'est muté en club privé select, laissant l'Amérique moyenne sur le paillasson. Les patrons le savaient, mais ils avaient leur petit mantra pour se rassurer. Moins de monde, mais qui dépense plus. L'idée, chasser la baleine, le VIP, le super riche qui claque 10 000 $ le week-end sans scier. Sur le papier, c'est brillant. Dans la réalité, c'était un pari risqué.
Et tout pariant vous dira, la maison ne gagne pas à tous les coups. Ces gros joueurs sont capricieux, ils veulent des suites, des jets, du gastro et qu'on leur cire les pompes As-24. Ça coûte une blinde de les entretenir et ils sont aussi fidèles que des chats de gouttière. Ils vont là où c'est le plus luxueux, pas là où c'est le plus simple. En virant la classe moyenne, Vegas s'est coupé les jambes. L'ambiance électrique a disparu avec ses familles et ses touristes fauchés qui donnaient vie au décor. Sans eux, Vegas n'est plus qu'un piège à touristes hors de prix comme les autres. Et ce n'est pas tout, les employés ont trinqué aussi. Serveurs, croupiers, personnel d'entretien, tous vivent des pourboires. Sauf que quand le client a l'impression de se faire plumer, il ne laisse rien. Des travailleurs autrefois à l'aise galèrent maintenant à finir le mois. Le moral est dans les chaussettes, le turnover explose et la chaleur humaine légendaire de Vegas s'est évaporée. C'est le cercle vicieux. Client énervé égale employé dépressif, donc service pourri, donc encore moins de clients. Mais pour le siège social, seuls les chiffres comptent. Tant que les dividendes tombent, le reste, c'est juste du bruit de fond. Les costards cravates, perchés dans leur salle de réunion à des kilomètres du strip, ne voyaient jamais les trottoirs déserts, n'entendaient jamais les râleries et ne pigeaient absolument pas qu'ils tuaient l'ambiance unique de Vegas. Pour eux, les chiffres étaient au vert, c'était le jackpot. Mais au fil des années, les signes que tout partait en vrille sont devenus impossibles à ignorer. Ils ont bien essayé de boucher les trous avec le Super Bowl, la Formule 1 et d'autres événements tape à l'œil, mais c'était comme mettre un pansement sur une jambe de bois. Ces foules-là, c'était du vent, du temporaire. Une fois les confettis retombés, le vide sidéral reprenait ses droits. Vegas avait flingué sa propre fondation, ce flot constant de bons vivants et d'habitués qui gardaient la ville sous perfusion entre deux méga-fêtes. Les médias ont commencé à sentir le roussi, les articles pleuvaient, le strip se cassait la figure, c'était devenu hors de prix, trop guindé, trop business. Sur les réseaux sociaux, c'était un massacre. Des familles qui venaient là depuis des lustres juraient leurs grands dieux qu'on ne les y reprendrait plus. Les voyageurs fauchés racontaient des films d'horreur. Des notes de 500 $ pour une piole qui en valait à peine 100 à la belle époque. L'image de la destination fun et pas chère pulvérisée. Mais les gros bonnets n'ont rien voulu savoir. Au lieu d'écouter, ils ont appuyé sur le champignon. Encore plus de frais cachés, des prix délirants, tout pour les riches. Ils s'imaginaient que ça passerait crème, que les gens finiraient par avaler la pilule. Sauf qu'ils ont oublié un détail crucial. La confiance, c'est comme un miroir. Une fois brisé, bonne chance pour recoller les morceaux. Quand ils ont enfin percuté l'ampleur des dégâts, les carottes étaient cuites. La classe moyenne avait déjà mis les voiles. Ces gens-là avaient déjà trouvé le mieux ailleurs. Pourquoi claquer des 1000 et des 100 à Vegas quand on peut être roi au Mexique, partir en croisière dans les Caraïbes ou rester peinard chez soi? Le strip les avait trahis et la loyauté, ça ne se commande pas. Les dirigeants pensaient sauver les meubles et les profits, mais en réalité, ils ont dynamité le pont qui rendait Vegas si spécial. Pendant ce temps, ils ne juraient que par les baleines, les flambeurs. Mais le souci avec ces gros poissons, c'est qu'ils sont aussi fidèles qu'un chat de gouttière. Ils vont là où ça brille, là où on les brosse dans le sens du poil. Aujourd'hui, c'est Vegas, mais demain, Macao, Singapour ou Monte-Carlo pourraient très bien leur faire de l'œil. En misant tout sur les vides friqués, le strip a lâché une valeur sûre pour un pari plus que risqué. La classe moyenne, c'était le sang qui coulait dans les veines de Vegas, revenant année après année, de père en fils. Les flambeurs n'étaient que des ombres passagères et au fond, les dirigeants le savaient pertinemment. Ce n'était pas juste un problème local, c'était le reflet de toute l'Amérique. Regardez les compagnies aériennes qui nous taxent à l'infini pour les bagages ou pour choisir un siège. Les billets de match ont explosé et les hôtels te facturent le Wi-Fi et des trucs qui étaient gratuits avant, une arnaque généralisée. Le consommateur lambda se fait presser comme un citron de tous les côtés et Vegas, ils ont poussé le bouchon encore plus loin qu'ailleurs. Quelque part, le strip est devenu le symbole de ce changement économique national. Le fric d'abord, les humains ensuite. L'énergie s'est barrée, c'est indéniable. Aller faire un tour sur le strip aujourd'hui, ça saute aux yeux. Ok, les casinos sont nickel, les lumières brillent et les shows en mettent plein la vue, mais ce frisson, ce brouhaha électrique de tout est possible, disparu. Sans la classe moyenne qui remplit les rues, sans les fauchés et les familles qui mettent le bazar, le strip ressemble plus à un centre commercial de luxe aseptisé qu'à un terrain de jeu. C'est rentable, oui, mais ça n'a plus d'âme, et l'ironie de l'histoire est cruelle.
Ceux qui ont fait Vegas, les prolos qui venaient tous les ans, les rêveurs de la classe moyenne qui ont rendu cette ville légendaire, ce sont eux qu'on a mis à la porte. À force de courir après les chiffres du trimestre, le Strip a scié la branche sur laquelle il était assis. L'ancien dirigeant a avoué qu'il avait vu le trash arriver en direct. Avant, les clients gardaient le sourire même en perdant. Maintenant, ils partent furax avec l'impression de s'être fait plumer. Les employés qui vivaient des pourboires des gens heureux voient leurs heures fondre comme neige au soleil. Un lieu autrefois défini par la générosité est devenu le temple de la cupidité. Pour lui, ce constat était une claque. Il a confessé se sentir complice, validant des politiques dont il savait qu'elles allaient vider la ville de sa substance. Et même si le cash continuait de rentrer, le prix à payer sur le long terme crevait les yeux. Vegas avait tourné le dos à ceux qui l'avaient porté au nu. Et en faisant ça, la ville a paumé l'âme qui la rendait différente de n'importe quel autre trou perdu sur Terre. Le Strip bouge encore, mais le cœur de Vegas, ce rêve de la classe moyenne, a déjà rendu l'âme. Pour cet ancien patron de casino, le poids de ses décisions ne l'a jamais lâché. Assis face à un intervieweur, il a craché le morceau sans détour. Oui, il avait les mains sales. Il a signé des trucs qui troquaient la magie contre du pognon, la communauté contre des rapports financiers. Il aurait pu se battre, l'ouvrir un peu plus fort, mais il s'est écrasé. Parce que dans ce milieu de requins, résister, c'est se faire virer. Si je ne l'avais pas fait, un autre l'aurait fait à ma place, a-t-il lâché. C'est peut-être une excuse valable sur le papier, mais ça n'empêche pas de mal dormir la nuit. Le Strip a muté sous ses yeux et il porte le fardeau d'avoir participé à ce naufrage. C'est pour ça qu'il a pris sa retraite anticipée. Ce n'était pas le burn-out ni l'ennui, c'était le dégoût total. Chaque année, les réunions devenaient plus robotiques, plus froides. On ne parlait plus de créer des souvenirs ou de fidéliser les gens, c'était fini tout ça. Tout le blabla habituel, serrer la vis, couper les coups et inventer de nouvelles ruses pour vider les poches des clients. Le plaisir de créer des week-ends de dingue avait disparu, bouffé par les tableurs Excel et les prévisions financières. Il m'a lâché. Je voulais pas finir ma carrière à presser les gens comme des citrons en appelant ça du progrès. Du coup, il a mis les voiles, pas pour jouer au sauveur de Vegas, juste pour sauver sa propre peau. Mais même avec le seum, on sentait qu'il aimait encore cette ville. Il parlait du Strip comme d'un vieux pote qui a mal tourné, un gars paumé. Il croyait encore que Vegas avait ce truc en plus, ce pouvoir magique de t'en mettre plein la vue. Par contre, la machine à fric derrière, ça il pouvait plus l'avoir. Vegas est pas mort, il répétait, mais celui que je kiffais est en train de se faire la malle. Se barrer pour lui, c'était un petit doigt d'honneur au système, sa façon de dire stop. Il pouvait pas arrêter le tsunami, mais il refusait de ramer avec eux. En mode Nostradamus, il a lâché une prédiction qui fait froid dans le dos pour la suite. La tactique du moins de monde, mais plus de thunes, ça marche peut-être maintenant, mais c'est jouer avec le feu. Les gros joueurs, c'est pas des fidèles. Ces types-là, c'est des mercenaires du luxe. Ils vont là où l'herbe est plus verte et le champagne plus frais, toujours à l'affût du meilleur plan. Si demain Macao, Singapour ou Monte-Carlo leur déroule le tapis rouge avec une meilleure offre, les baleines se barrent de Vegas illico. Et une fois que t'as dégoûté monsieur et madame tout le monde, bonne chance pour les faire revenir, il a prévenu. Le Strip joue aux équilibristes au-dessus du vide, à privilégier le cash immédiat au risque de tout perdre plus tard. Mais bon, il a quand même laissé une petite lueur d'espoir. Son idée, si un patron avait un jour les colonnes de faire machine arrière, de redonner de la valeur, de chouchouter la classe moyenne et de se rappeler que la générosité ça fidélise, Vegas retrouverait son âme. Cette ville, c'est le roi du comeback, elle s'est toujours réinventée. C'est peut-être cet esprit-là qui la sauvera encore une fois. Sans les gens normaux, sans ceux qui mettent l'ambiance, Vegas, c'est pas Vegas qui l'a balancé avec conviction. Et franchement, ça sonne comme une vérité absolue. Le gars qui l'a interviewé pensait pareil. Ce dirigeant, c'était pas le grand méchant loup, juste un rouage de la machine. S'il était crédible, c'est justement parce qu'il avouait s'être planté. C'est pas juste l'histoire d'un mec. C'est tout le système qui est pourri, la croissance avant l'humain, le profit avant le kiff. Vegas brille toujours, ouais mais gratter un peu le vernis, c'est une ville en pleine crise d'identité qui a vendu sa magie contre du pognon. Au final, ces mots sonnaient moins comme une confession que comme une grosse alarme. Le message est clair, si Vegas continue sur cette lancée, le Strip restera rentable, certes, mais vide. Une coquille vide, pleine de paillettes, sans âme.
Il l'a toujours dans la peau cette ville, et comme beaucoup. Qui ont foulé ces trottoirs dorés, il espère que l'étincelle reviendra un jour. Mais pour l'instant, son verdict est sans appel. Le Vegas qu'il connaissait, celui qui appartenait à tout le monde, s'est volatilisé. Et sans un miracle, on le reverra plus. Las Vegas flash toujours avec ses néons, mais la réalité derrière la lumière est bien plus glauque que ce que les touristes imaginent. Avant, le Strip reposait sur la générosité. C'était un endroit où la classe moyenne pouvait se prendre pour des rois le temps d'un week-end. Maintenant, c'est une machine à traire, conçue pour pomper le fric, pas pour donner, pour profiter, pas pour faire rêver. Les aveux d'un type qui a passé 14 ans dans les bureaux de direction confirment juste ce qu'on ressent tous en marchant sur ces trottoirs quasi déserts. Vegas a changé de visage, c'est clair. C'est plus le terrain de jeu du peuple, c'est le club privé de quelques privilégiés. Et pourtant, on a envie d'y croire encore. Vegas a toujours su renaître de ses cendres, se relever après ses conneries et revenir plus fort. La vraie question c'est, est-ce qu'un Ponte aura le courage de ramener la magie pour les gens ordinaires ou est-ce qu'ils vont continuer à vendre leur âme au diable pour des tableaux Excel? Et vous, vous en dites quoi? Las Vegas est vraiment foutu ou il y a encore moyen de sauver les meubles? Racontez-nous votre avis en commentaire. Et si vous voulez plus de dossiers secrets et de vérités qui dérangent sur l'envers du décor, abonnez-vous et restez branchés parce que l'histoire de Vegas est loin d'être finie et le prochain chapitre risque d'être encore plus sombre.